Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. Und von Reif AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar. Participer à faire battre un cœur artificiel, à traquer l'énergie noire de l'univers. Innover chez MPS, c'est exigeant et c'est ce qu'aime Gilles Robert, son nouveau CEO. Bienvenue. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'innovation technologique ? Au fond, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'ai toujours aimé les choses qui étaient un peu différentes, un peu inhabituelles, un peu exotiques. Et puis je crois que je me plais dans cet univers-là de high-tech, de paris et de défis. Et plus c'est difficile, mieux c'est. Oui, mais il faut que ça reste faisable. Parce que le plaisir, il est quand même de réaliser quelque chose qui marche et qui fonctionne. Alors, vous travaillez depuis 7 mois pour l'entreprise MPS, Micro Precision Systems. Elle produit des composants dans différents domaines, médicaux, horloger, astronomie, aérospatiale. Le groupe est basé à Bienne et compte près de 600 collaborateurs, collaboratrices. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin ? La diversité. La diversité des sujets, vous l'avez dit, des marchés, des applications qui sont extrêmement variées et puis super intéressantes, mais aussi la diversité des gens, des activités où chacun apporte sa brique à l'édifice et au succès de MPS. Ça ressemble à quoi une journée à la tête de MPS ? Dites-nous un peu ce matin, vous avez fait quoi par exemple ? Ce matin, j'ai passé un peu de temps à engager une nouvelle directrice en ressources humaines. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de parler avec un partenaire de développement et puis de régler quelques questions d'administration. Mais je crois que chaque jour est un peu différent et c'est ça qui est vraiment passionnant quand on est le directeur d'une entreprise comme MPS. Mais je crois comme tous les directeurs, c'est d'avoir un peu de chaque, un peu d'opérationnel, un peu de production, un peu de vente, un peu de tout, et puis des contacts comme ceux-là. Mais vous qui êtes passionné par la high-tech, là justement il y a tout l'aspect manager, ça ne vous manque pas parfois d'être vraiment, de pouvoir développer un produit, d'aller à fond dans cet aspect-là, plus créatif peut-être ? En fait, développer un produit qui a du succès, c'est pas seulement être un ingénieur de génie. Alors, mes ingénieurs sont de génie, c'est sûr, mais c'est aussi savoir orchestrer tout ça et réaliser quelque chose. C'est en fait que chacun contribue au succès. C'est vraiment important, cette partie-là, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. On va voir une image, celle de la salle blanche. Alors, c'est pas celle-là. Là, on est où ? On est dans notre atelier de décolletage avec des machines qu'on connaît bien dans la région, où on fabrique des composés de précision pour nos différents produits. On fabrique des assez petites séries, mais on a besoin des meilleures machines sur le marché pour avoir du succès. Et par contre, pour tout ce qui est domaine médical, alors là, il y a la salle blanche où voilà, on la voit. Et alors là, les gens, je pense, pour la communication entre eux, ça ne doit pas être l'endroit le plus sympathique. C'est plus compliqué. Elles ont droit à des pauses supplémentaires parce que ça peut être aussi assez pénible de travailler dans ces conditions-là, mais c'est la condition pour assembler des systèmes qui viendront directement implanter dans le corps humain. Et donc, il est évident qu'on veut que les choses restent stériles. Et donc, on s'habille comme ça pour finalement protéger les patients qui accueilleront nos produits. On a d'autres images après, justement, où on voit vraiment ces tenues hyper sécurisées. Ça me fait penser un peu à une scène de James Bond, un peu les méchants dans James Bond. Ouais, voilà, c'est sûrement une super personne. Oui, absolument. Il est en train de vérifier si le composant est suffisamment propre avant de l'introduire dans un système qui va servir à contrôler des chips, des microprocesseurs. Alors, on a justement vous fabriquez des composants pour des pompes implantables dans le corps humain. On a ici une pompe cardiaque, c'est la prothèse de cœur la plus avancée. Il y a des composants d'MPS à l'intérieur. Oui. On a la chance de fabriquer la partie qui est en bas de l'écran, qui est en fait le cœur du cœur, ce qui fait fonctionner ce cœur artificiel qui bat pour de vrai. Pour une entreprise française. Et ça a déjà été implanté, ça marche ? Oui, plus de 100 fois, et ça fonctionne. On peut vraiment remplacer un cœur, je dirais, malade par
une telle prothèse et c'est assez fascinant. Pour une durée temporaire, en fait. Alors actuellement, oui, c'est d'une année à 2 en attendant une transplantation, mais l'ambition qui devrait arriver bientôt, c'est de pouvoir vraiment transplanter de manière terminale des gens, c'est-à-dire qu'ils vivent une dizaine d'années avec un tel cas. Donc, on le disait, donc MPS est aussi active dans le domaine de l'astronomie pour les télescopes. Oui. Là, on a mis en œuvre tout le savoir-faire de MPS, de positionneurs de précision, pour faire les yeux des télescopes, les endroits où on vient capter la lumière des étoiles très précisément alignés. Et puis, on doit en mettre quelques dizaines de milliers ensemble. On en voit un là, mais il faut en mettre 5000. Dans les prochains télescopes, environ 25 000 sur 1 mètre carré et les aligner de manière très précisément à chaque fois pour pouvoir aller suivre l'évolution de la lumière de différentes galaxies d'étoiles dans l'univers. Et justement, l'entreprise, dès ses débuts, est même allée sur la Lune, en fait, de façon indirecte. Oui, c'est juste. On est dans la tradition de l'exploration spatiale biennoise, où on a eu la chance de faire des roulements sous le nom de RMB d'alors, qui sont allés dans les scaphandres des astronautes des missions Apollo. Voilà, mais MPS, qui s'appelait RMB, justement, roulement miniature bienne, n'est pas né pour ça, plutôt pour le domaine de l'horlogerie. Oui, aussi elle faisait des micro-roulements à billes, et puis elle a été RMB, juste après-guerre, a été l'innovatrice qui a introduit les roulements à billes pour les masses oscillantes avec la marque Eterna. Gilles Robert, 4 ans après le premier voyage sur la Lune, puisqu'on en parlait, vous êtes né à La Chaux-de-Fonds. Vous avez ensuite grandi au Landron. Votre mère était orthophoniste, votre père directeur financier dans l'horlogerie et les matériaux de construction, et vous avez un frère cadet. Quel regard vous portez sur votre enfance ? C'était une enfance heureuse au bord du lac de Bienne, au Landron, avec une famille diversifiée, ouverte. Je crois qu'on a beaucoup pu explorer, voyager, discuter, échanger. Et je crois que c'était une belle famille qui vivait ensemble, qui faisait des choses tous ensemble. Harmonieuse. Oui, et vous je étiez crois. Quel genre d'enfant ? Alors, si je demande à mes anciens camarades, on traitait plutôt d'intello. J'étais plutôt quelqu'un qui aimait les activités intellectuelles, qui aimait l'école. Je faisais un peu de sport, mais j'étais surtout à l'aise dans des activités plus intellectuelles. Et vous rêviez devenir quoi ? C'était quoi vous aviez un métier de rêve ? Tout au début, je voulais faire de la médecine, mais assez vite, j'ai aimé l'ingénierie, les aspects techniques. J'avais un grand-père qui était ingénieur chimiste, qui travaillait ici à Bienne et qui m'a pas mal influencé aussi dans ce domaine-là. On va voir une photo, un paysage de votre enfance. Alors, je ne sais pas si c'était les Dents du Midi ou c'est un appartement à Champoussin. Oui, exactement. On avait un appartement. On a toujours un appartement à Champoussin, dans les ports du Soleil, au-dessus de Champéry. Et puis ça, c'est la vue qu'on a toujours, où depuis 40 ans, je vais skier et à laquelle je suis vraiment attaché. C'est un endroit où on se repose, c'est très calme, mais il y a du super ski. Enfin, il ne faut pas trop le dire. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y aller. Et vous avez justement pas mal voyagé en famille aussi. Oui. Vous nous avez donné à montrer une photo d'un voyage en Algérie, sauf erreur. Oui, on avait l'âge de ma fille à peu près, 10-11 ans avec mon frère ici. Et on est allé faire un trek avec mes parents de 10 jours dans le Hogar, en Algérie. C'était encore peu touristique et j'en garde des très bons souvenirs. C'était un peu un voyage d'exploration où on dormait à la belle étoile, parfois sur des scorpions, où on se lavait aux sources quand il y en avait, et puis on vivait un peu cette vie des Bédouins de là-bas. Et je crois que c'était... quand on évoque un voyage qui m'a marqué, c'est certainement un de ceux qui m'a le plus marqué. Donc des parents qui n'hésitaient pas à partir un peu à l'aventure avec vous ? Un petit peu. Alors c'était de l'aventure contrôlée, mais c'est vrai, on allait dans des endroits qui n'étaient pas forcément
réputés pour leur confort. Est-ce qu'ils vous ont donné cette confiance en vous nécessaire aussi à diriger un grand groupe, 600 personnes, c'est pas rien non plus Oui, ça contribue. Oui, je crois que mes parents ont chacun d'entre eux des tempéraments assez de leaders. Et puis, évidemment, ça donne une certaine assurance. Ça peut-être que ça se transmet un peu, mais je crois que les leaders, ça s'apprend aussi. Je n'ai pas commencé avec 600 personnes. Je crois que j'ai commencé avec des petits groupes de 2 ou 3. Et puis peu à peu, on apprend à s'occuper des gens et puis à faire quelque chose ensemble. C'est ça que vous aimez, travailler en groupe, vraiment? Oui, j'aime ça. J'aime cette émulation. J'aime la diversité, je le disais, parce que je trouve qu'on est bien plus riche et que c'est bien plus passionnant d'avancer ensemble. Ouais. On va voir une autre image, c'est une photo de vous à la vingtaine dans un laboratoire. Voilà, oui, c'était le look étudiant. Ouais. Ça, c'était quoi? C'était du coup les années 90? Oui, j'avais 20 ans, 93, 94. Ouais. C'était pendant mon séjour aux États-Unis. Et puis là, je crois que je développais un procédé sol-gel, quelque chose d'assez compliqué en chimie pour faire déjà un peu de céramique, sur quoi j'ai fait ma thèse ensuite. Et voilà, j'étais à la paillasse, comme on dit. Alors, vous avez justement un master en sciences des matériaux de l'EPFL, un doctorat en sciences, mais en parallèle de tout ça, vous auriez aussi pu devenir diacre. Là, il faut nous expliquer. J'aurais pu. Non, mais c'est vrai qu'à l'âge de mon adolescence, et ça fait aussi partie de mon histoire de leadership, j'ai été très engagé dans l'Église. J'ai eu l'occasion de conduire un groupe de jeunes. J'ai été un ancien d'église à 17 ans. Et puis, pendant mes études, je ne me suis pas arrêté, je dirais, aux choses techniques, à l'ingénierie, mais j'ai aussi fait une formation de théologie, celle qui conduit normalement à la diaconie, mais ce n'était pas vraiment mon objectif, mais c'était vraiment par intérêt pour mieux comprendre ces sujets-là. Et vous disiez que ça vous guide dans votre façon de travailler. En quoi? Eh bien, je crois que d'abord, j'ai fait mes premiers pas de leader, je crois vraiment, au sein de l'Église, donc ça nous change, ou en tout cas ça nous donne un certain style. Et puis, je crois que les valeurs chrétiennes, elles sont finalement importantes pour avoir du succès. Ces notions d'équité, d'égalité, de respect, de droit à l'erreur, c'est très important quand on veut innover. On ne peut pas innover si on punit quelqu'un d'échouer. On ne peut que innover si on pardonne et qu'on apprend et qu'on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors là, vous me tendez une perche parce que finalement, ces valeurs chrétiennes aussi, elles vont un petit peu à l'encontre de certains composants que vous développez chez MPS en ce qui concerne la défense, donc des composants qui finissent dans des systèmes de guidage de drones ou dans des missiles. Alors, est-ce que ça frotte un petit peu à ça frotte un petit peu, même si Jésus n'a pas toujours été gentil et accommodant, hein, il ne faut pas s'en faire une idée trop caricaturale. Je crois que c'est quelque chose qui fait partie de ce monde et pour moi, ça a été au moment de rejoindre MPS, ça a été une réflexion évidemment, mais je dois dire que depuis février 2022, on a découvert que le monde avait quand même un peu changé et que malheureusement, la gentillesse ou la diplomatie n'était pas toujours récompensée. Et je crois que ça fait partie de notre monde de savoir se défendre. Alors évidemment, MPS fait attention à qui elle vend ses composants et on tâche d'être du bon côté. Vous avez tout un bagage professionnel, on en a déjà un tout petit peu évoqué. Vous étiez notamment pour Metalor Technologies, une entreprise neuchâteloise aussi spécialisée dans la microtechnique. Vous étiez 3 ans à Singapour. Oui. On va voir une image de vous avec votre petite fille d'ailleurs. Votre famille vous a suivi à l'autre bout du monde, si vous avez de la chance. Oui, elle m'a suivi là. Enfin, ma fille est née, donc ma femme m'a suivi, je dirais. Votre fille est née à Singapour? Ma fille est née à Singapour, absolument. Okay. Et ça a été une très belle expérience. J'avais déjà eu l'occasion de vivre aux États-Unis, en France, ailleurs, mais c'est vrai que de découvrir l'Asie,
Alors, dans un endroit sécurisé comme celui de Singapour et très civilisé, on va dire, mais a été une vraie découverte de découvrir à quel point l'Asie a parfois de l'avance sur nous, la perspective aussi des Asiatiques sur les Européens. Pas toujours positive. Okay, c'est quoi les clichés ou parfois, ces notions de vieille Europe, elles sont bien répandues en dehors de l'Europe et je crois qu'il faut reconnaître que sur certains côtés, on est assez old-fashioned, un peu ancien. Donc, voilà. Et vous auriez pu imaginer rester là-bas? Peut-être que vous auriez pu vous développer plus vite encore, vu le savoir qu'il y a en Asie. Oui et non. J'ai aussi découvert que j'aimais avoir 4 saisons. Vous avez vu que j'aime le ski et à Singapour, c'est un peu loin. J'aime aussi être dans une culture un peu plus développée au sens général. Parfois, on parle beaucoup de travail en Asie et puis pas trop d'autres choses. D'accord. Après Metalor, vous êtes devenu CEO chez Serra Marais, toujours encore dans le canton de Neuchâtel, pendant 7 ans. Oui. Ça, c'était une expérience importante. Oui, bien sûr, parce que c'est la première fois où j'étais... entre guillemets, seul aux commandes. On a toujours des actionnaires, un conseil d'administration, mais là, j'étais celui qui était aux manettes et j'ai beaucoup aimé. Je suis assez indépendant, j'aime prendre des initiatives, j'aime gérer et ça m'a convenu beaucoup. Je crois que ça a bien convenu à l'entreprise aussi. On a eu l'occasion de presque doubler la taille de l'entreprise, d'internationaliser avec des acquisitions en Allemagne. Et ça a été vraiment un très beau premier pas comme chef d'entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui produit de la céramique technique. Après 7 ans, vous partez pour rejoindre MPS. Finalement, 7 ans, on se dit c'est le bon moment pour un petit peu se reposer ou en tout cas accueillir le fruit de tous ces investissements qu'on a fait peut-être. Est-ce que c'est pas un petit peu, un peu maso de recommencer ailleurs, dans un plus grand groupe encore? C'est parce que j'aime ça. Ouais. Au fond, au bout de 7 ans, vous l'avez dit, on commence à répéter, à refaire. Et puis c'est le moment où on se dit qu'on peut aller voir d'autres choses, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles industries. Et puis c'est l'occasion qu'on m'a proposé de saisir et je m'en réjouis. Et alors, vous avez passé 4 mois auprès de l'ancienne CEO de MPS, Nicolas Thibaudeau, qui était 20 ans à la tête de MPS. On voit une image, c'est le moment symbolique du passage des clés. Comment c'était d'être auprès d'elle pendant 4 mois? Qu'est-ce qu'elle vous a amené? Alors MPS n'a été dirigé que par Nicolas Thibaudeau, depuis sa formation, depuis RMB en 2003 jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc c'était pour moi important de comprendre qu'est-ce qui faisait un peu la formule Thibaudeau, même si j'ai toujours dit que je lui succédais, je ne la remplaçais pas. Et puis de comprendre un petit peu comment elle ressentait cette entreprise, quel esprit elle a voulu y donner. Et c'était, je crois, une bonne période pour elle et pour moi, pour elle d'avoir l'impression de remettre les mains dans l'entreprise de quelqu'un dont elle a fait mieux la connaissance, on se connaissait déjà. Et puis pour moi, pour entrer aussi dans le défi de manière plus progressive. Et la formule Thibaudeau, c'est quoi alors? Parce que vous dites dans une interview que vous voulez comprendre la clé de son succès, parce que c'est une personnalité très médiatisée, meilleur CEO, deuxième meilleur CEO 2024 en Suisse. Donc voilà, ça met quand même bien la pression aussi. Oui et non. Oui, d'une certaine manière, c'est un très bel héritage qu'elle me laisse ou qu'elle nous laisse. Mais je pense que la formule Thibaudeau, c'est des choses auxquelles je participe, la confiance, l'esprit d'innovation, d'entreprise et de nouveauté. Et je crois que c'est des choses que je me réjouis dans mon style, peut-être moins médiatique, en tout cas jusqu'ici, que celui de Madame Thibaudeau, de continuer et puis de faire passer à un autre stade, qui sait. Vous êtes quelqu'un de très solaire et enthousiaste, mais est-ce qu'il y a des parts d'ombre aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles dans votre parcours et qui vous ont aussi nourri? Mon Dieu, oui, mais comme tous les chefs d'entreprise, il y a déjà au quotidien ou hebdomadairement des choses qui ne vont pas bien. Et je dirais souvent, une partie du rôle du chef d'entreprise, c'est de s'occuper de ce qui va
devenir, mais aussi de ce qui ne va pas aujourd'hui. Donc en général, les problèmes difficiles reviennent vers le chef et c'est pas toujours facile de les régler. On y arrive, mais ça fait partie du job et c'est pas toujours évident. Maintenant, moi je crois que c'est un peu ce processus chrétien, vous allez dire. Eh ben oui, il y a des choses qui vont pas bien. Eh ben oui, on recommence et puis on finit par y arriver si on sait apprendre à chaque fois. C'est ce que disait Madame Thibaudeau dans une interview aussi. Le domaine ressources humaines, gérer ses équipes, c'était souvent ça aussi qui était le plus difficile. Là, il faut avoir une capacité de médiation aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Les gens brillants, les gens qui ont du succès, parfois, ils ne sont pas toujours faciles à mener ou à orienter. Et c'est tant mieux, parce qu'ils apportent des nouvelles idées. Puis parfois, il faut savoir mettre tout le monde d'accord. Et je crois que j'y arrive. Alors, pour ça, il faut aussi pouvoir se ressourcer. On va voir une image de vous sur le lac. Vous conduisez un bateau à voile. Alors, ça, c'est le bateau que j'ai acheté avec un ami il y a 2 ans, sans avoir de permis, en disant que c'était une opportunité, puis qu'il fallait pas mourir idiot. J'ai grandi, j'ai vécu au bord d'un lac, il serait temps d'en profiter. Donc c'est aussi, c'est pas seulement professionnellement, mais c'est aussi à titre personnel que j'aime bien apprendre. Et puis continuer. On va voir une autre image avec votre fille. Là, vous êtes à ski. Elle a maintenant 11 ans. Elle a 11 Mathilde. ans. Exactement, Mathilde. Je me réjouis qu'elle aime le ski. Ouais. Et puis qu'on puisse partager ça ensemble. Je trouve que c'est une activité qui est intéressante parce que c'est une activité déjà pour les enfants qui fait preuve, où on doit faire preuve d'initiative et d'indépendance. On choisit sa trajectoire, sa vitesse, et c'est une bonne éducation. Et c'est quoi les valeurs que vous essayez de lui transmettre qui sont importantes pour vous, à votre fille? Alors qu'elle découvre ce qu'elle aime, qu'elle fasse ce qu'elle aime. Je crois que c'est ce qu'on m'a toujours dit aussi. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu sois convaincu que c'est ce que tu aimes. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je veux lui transmettre. Mais qu'elle soit rigoureuse, puis qu'elle aille au bout des choses. Et je crois que c'est aussi important de faire les choses à fond. Vous avez 51 ans, vous avez des rêves pour la suite Oh mon Dieu, j'ai déjà un nouveau travail et plein de choses à faire. Mais oui, j'espère qu'on pourra continuer de développer MPS et puis apprendre encore de nouvelles choses et participer au rayonnement de cette région que j'adore. Et personnellement, vous voyez où dans 10 ans? Toujours encore chez MPS? Vous avez Peut-être bien, mais j'approcherai de l'âge de la retraite. Et puis peut-être que je pourrai commencer à partager mon expérience avec d'autres entreprises. Très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour cet entretien et tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Commit After Work, le Business Talk. Merci de nous avoir suivis. Commit After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis. Und von Reif AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar.